et des différents mouvements du féminisme, donc les différentes vagues, etc. Donc on reviendra un petit peu de manière historique sur ces combats. Ah, bonjour. C'est Petit Ulysse qui bébé, parle. petit bébé. Et ensuite, dans un troisième temps, on abordera la question de, voilà, nous, on est un mouvement politique, donc l'idée, c'est de pouvoir agir évidemment d'un point de vue individuel, mais aussi en tant que collectif, en tant que mouvement politique. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire au quotidien en termes de bonnes pratiques, etc., pour être des militants féministes et de l'égalité. Voilà, s'il n'y a pas de questions préalables, je vous propose qu'on passe direct sur l'écoute de l'hymne du MLF et on en parlera juste après. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Et voilà, donc je ne sais pas si tout le monde le connaissait, mais en tout cas, c'est bien pour planter le décor et se mettre bien dans le thème. Donc là, je vais laisser la parole à Élise donc, pour cette première partie. Juste une petite indication, comme je le disais, mais vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, etc., à les mettre dans la partie conversation par écrit. Comme ça, on peut prendre un petit peu les choses au fur et à mesure. En fonction, nous, on a notre plan en tête, donc c'est vrai qu'on peut faire les interpellations au bon moment. On fera une pause avec des échanges à la suite de la partie d'Éline. Et puis ensuite, donc on basculera sur la troisième partie plutôt tournée vers l'action. Et ensuite, on aura également un échange à la suite de ça. Donc voilà, on va essayer de commencer rapidement pour tenir le timing. Élise, t'es prête? Oui, ouais, je suis prête. C'est parti. Et bonjour à Salut tout le monde. Alors, donc comme l'a dit Mathilde, on voulait commencer en fait par parler un peu d'androcentrisme. Donc une petite initiation pour les uns, des rappels pour les autres, c'est selon. Alors l'androcentrisme, c'est le fait que l'homme est placé au centre de toute chose. Ça vient du grec andros. Et en fait, c'est l'androcentrisme en fait qui est le vecteur un peu commun
de ce qui est dénoncé par le féminisme, les féminismes. Et il est jamais trop de rappeler que les féminismes ne combattent pas les hommes, mais bien cette place qu'ils occupent, en fait, la place centrale qu'ils occupent. Et donc, les combats vont viser à donner aux femmes et aux hommes une place qui soit équivalente. Et c'est bien pour ça qu'être féministe, c'est être humaniste. Alors pourquoi c'est intéressant de repartir de cette dénonciation de l'androcentrisme? Parce qu'on pense qu'aussi aujourd'hui, on est nombreuses et nombreux à être féministes et à lutter pour l'égalité femmes-hommes. Et souvent, et c'est normal dans notre quotidien, on va être très sensibilisés aux schémas de domination qui sont visibles et qu'on va pouvoir combattre frontalement. Donc, on va être très attentif aux violences faites aux femmes, aux inégalités salariales et autres, aux comportements aujourd'hui, aux comportements misogynes, aux formes de langage, à l'écriture. Voilà, donc il y a plein de sujets et de secteurs où aujourd'hui la sensibilisation s'est généralisée. Mais on n'a pas toujours conscience, en fait, qu'il y a d'autres inégalités qui existent du fait de cet androcentrisme, mais qui sont invisibilisées. Et en fait, l'androcentrisme, c'est quoi? C'est que non seulement la masculinité s'accompagne davantage de privilèges, mais qu'en fait, elle est en elle-même le privilège. Donc, en quoi ça consiste? Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que la loi protège contre ça et ne donne pas d'avantages particuliers à des êtres humains par rapport à d'autres. Mais en fait, ce qui perdure, c'est des privilèges qu'on va appeler systémiques et qui sont des privilèges issus de notre système social et culturel. Et c'est ce qu'on appelle le patriarcat. Ça veut dire un système global, une organisation de société où le masculin va être la référence de ce qui est supérieur et de l'universel. Donc c'est un ensemble d'avantages qui sont invisibles, indus et souvent inconscients. Pourquoi inconscient? Parce que dans beaucoup d'aspects de notre vie qui vont nous paraître être en fait une normalité objective, en fait, tout s'est construit et tout est organisé en fonction de biais androcentriques. Et en fait, tout ça peut être analysé par le prisme du genre. Et c'est ça qui est très intéressant dans les études de genre. Alors, cet ensemble d'avantages, il se concrétise de plusieurs manières. Donc, le fait d'être placé au centre, le fait d'être le dominant dans les rapports et le fait d'être considéré comme l'être universel, le standard. Et c'est sur ce point de l'homme comme l'universel, comme l'être standard, qu'on a voulu passer un peu de temps aujourd'hui pour commencer. Euh, Parce que c'est pas forcément un sujet qu'on aborde souvent. C'est en fait de faire le constat que tout ce qui a été conçu, tout ce qui est conçu, tout ce qui nous entoure, l'est pour l'homme, selon des critères qui sont faussement neutres et universels, mais qui en réalité sont des critères masculins. Et la femme est en fait une variation de cet être standard. Du coup, ça s'applique à tout, et notamment aux objets, aux espaces, aux bâtiments, qui vont en fait être conçus et pensés pour le plus grand nombre, mais dans la réalité, pour un être universel qui est seulement un être masculin. Donc, pour être concret, on va utiliser des exemples du quotidien. Les exemples dont je vais parler je les ai pris de ce livre-là. C'est le livre de Victoire Toyon, Les couilles sur la table, donc qu'elle a fait à partir de ses podcasts, mais qui n'est pas seulement une compilation des podcasts, qui est bien plus, donc une synthèse de elle, tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle s'intéresse à ces sujets-là. Et c'est vraiment très bien, il est vraiment très chouette. Donc évidemment, on vous le conseille chaudement, et les podcasts aussi, si vous ne les avez pas encore écoutés, c'est super. Et il montre bien d'ailleurs à quel point, quand on commence à regarder un peu tout ce qui nous entoure, nos habitudes,
sous le prisme des études de genre, et ben, en fait, c'est passionnant, c'est infini et on voit à quel point tout est lié, en fait. Donc voilà, je reprends ces exemples à elle parce que, je les ai trouvés à la fois, tellement anodins et révélateurs. Donc voilà, si vous l'avez déjà vu, désolée. Alors on peut déjà parler des objets. Elle donne l'exemple du smartphone. On voit que, la taille des smartphones ne fait qu'augmenter à chaque fois qu'un modèle sort et finalement aujourd'hui, les derniers modèles, ils tiennent encore dans, la main d'un homme, mais les femmes ayant une main, 1,2 fois plus petite en moyenne que celle des hommes, et ben, il y a beaucoup moins de chances aujourd'hui que, une femme puisse tenir son téléphone dans une seule main. Et la conception des objets, en fait, on peut l'observer dans plein d'objets, donc les outils, les instruments de musique, les claviers de piano, et cetera. Une fois qu'on remarque ça, c'est assez partout. Le biais androcentrique, il est aussi dans le fait de ne pas prendre en compte les différences de besoins entre les femmes et les hommes. On a, l'exemple typique, de, la longue file d'attente devant, les toilettes des femmes, dans les lieux, de rassemblement. Heu, mais ça, en fait, ça a une explication, c'est que la fausse bonne idée de se dire: «L'équité, c'est de faire, le même nombre de toilettes pour les femmes et pour les hommes». Non, l'équité, ce serait de prendre en compte les différences de besoins et on sait qu'une femme passe en moyenne 2 fois plus de temps aux toilettes qu'un homme. Ça s'explique par plein de raisons, parce qu'il y a des femmes qui ont leurs règles, parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes, parce que, là, il y a plus de femmes qui sont des personnes âgées et qui donc peuvent avoir besoin de plus de temps. Donc tout ça, c'est jamais pris en compte quand on conçoit en fait, les espaces, communs. Et par ailleurs, ces espaces peuvent être aussi très genrés quand on pense aux espaces nourrissons, et cetera. Donc c'est, bien paradoxal. Et en fait, penser l'homme comme être standard, c'est prendre un unique métabolisme qui serait universel. On a aussi la scène classique des, bureaux climatisés avec, les collègues femmes, qui se l'écaillent et les hommes qui sont bien. Mais en fait, ça peut paraître trivial, mais ça a une explication qui est que les formules, en fait, de ces systèmes, de climatisation ont été calculées pour un homme standard au repos. Mais les études récentes ont montré que le métabolisme des femmes, pour une même tâche, en train de faire le même travail, elle va être bien plus bas et que du coup, cette formule, eh ben, en moyenne, les bureaux climatisés sont 5 degrés trop froids pour les femmes. Donc ça a des conséquences, dans le quotidien qui ne sont pas du tout anticipées. Et le problème, c'est que cette considération de l'être universel, du métabolisme, unique, il peut avoir des conséquences, bien plus graves que, le fait d'avoir froid. Et notamment, on peut prendre l'exemple des cas d'accidents de voiture. On va constater que les femmes, pour le même accident, ont 47 de chances de plus d'être grièvement blessées et 17 de plus de mourir. Et ça, en fait, ça s'explique par le biais androcentrique de la conception, de la voiture qui va être pour un standard masculin. Par exemple, le fait d'approcher le siège, parce que, la plupart des femmes ont des jambes plus petites, ça va être considéré comme une position de conduite non standard qui va pas être testée dans les crash tests, et cetera. Et ça a des conséquences ensuite, dans l'accident. Les crash tests, on remarque que les mannequins qui sont utilisés pour les tests mesurent en moyenne 1,77 m pour 76 kilos. Donc on voit tout de suite qu'on est quand même assez loin, de la moyenne, standard pour une femme. Comme si en fait, le genre des conducteurs et de la conductrice n'existait pas, ou comme si les femmes ne conduisaient pas, je sais pas. Mais il existerait apparemment un crash test en Europe qui, utilise des mannequins avec des gabarits, plus petits et plus légers, mais il est testé uniquement en position passager. Voilà, pas très utile pour les accidents de voiture quand on conduit.
Il y a aussi l'exemple du sport où on n'a pas du tout pris en compte pendant des années les particularités du corps féminin, puisque on découvre aujourd'hui, après des décennies où on a entraîné les femmes à faire des abdos comme ci, comme ça, même les sportives de haut niveau à se muscler avec certains exercices. Et on découvre aujourd'hui que tous ces exercices d'abdos classiques qu'on a tous fait en sport, et ben, bousille totalement le périnée des femmes. Et aujourd'hui, c'est la lutte des kinés et autres pour absolument que les femmes arrêtent de faire petits abdos crunch pour ceux qui vont à la salle. Voilà. Et en termes de santé, plus généralement, on sait aujourd'hui que la médecine et la recherche obéissent à des biais androcentriques qui peuvent aboutir en fait à des retards de détection, de diagnostic et de prise en charge. Ça a été théorisé, ça s'appelle le syndrome de Yentel, Y-E-N-T-L, pour ceux qui veulent se renseigner un peu, qui veulent creuser un peu. Et c'est le fait que la prise en charge en fait des hommes et des femmes est différente. L'exemple qu'on donne souvent, c'est les cas d'infarctus du myocarde avec les symptômes qu'on connaît, qui sont la douleur au bras gauche et les douleurs thoraciques, et qui en fait sont des douleurs typiquement masculines, puisque on sait aujourd'hui que chez les femmes, les douleurs typiques, ça va être des douleurs en bas du dos, des nausées, des douleurs digestives. Et donc ça aboutit à des vrais retards de prise en charge pour les femmes. Donc ça a des conséquences très graves sur leur santé. Et par ailleurs, en termes de traitement, de recherche, on sait que les efforts des labos sont concentrés sur des troubles touchant majoritairement les hommes. Et là, l'exemple typique, c'est les traitements contre les troubles de l'érection qui ont été trouvés très tôt, alors qu'aujourd'hui, l'endométriose, qui est une maladie qui toucherait quand même une femme sur 7, donc ce qui est très important, eh ben, n'est toujours pas prise en charge correctement, et on estime qu'elle est diagnostiquée encore aujourd'hui avec 7 à 9 ans de retard. Donc on voit que ça a quand même des conséquences très importantes et qui peuvent être très graves, et que on peut l'observer partout. Donc présent dans la conception, la construction, la santé, la recherche, et c'est inconscient évidemment. Les gens qui travaillent à ça ne se disent pas qu'ils travaillent pour les hommes et que à l'exclusion des femmes. Ils ont la sensation de travailler pour tout le monde de la même manière, mais en fait, tout le monde, cet être universel, il est un standard masculin, et la femme n'est qu'une variation, une variante. Et ce que tire Victoire Toillon de ces exemples comme conclusion, et je trouve ça très juste, et je pense que beaucoup de femmes peuvent s'identifier, c'est que, outre les situations inégalitaires et les dangers dont je parlais, qui peuvent résulter de tout ça pour les femmes, il y a aussi une conséquence dans la construction en fait des femmes, qui est la sensation d'être inadaptée, d'être toujours en décalage par rapport à ce standard. Et ça va aboutir à la sensation de se sentir en minorité, alors que ce n'est pas le cas, on n'est pas une minorité. Donc voilà, ce qu'on peut retenir, c'est que le privilège du masculin aujourd'hui, c'est de grandir dans un monde conçu et pensé pour soi, pour les hommes, et que ça a des conséquences importantes, notamment sur la perception qu'on a de soi-même, puisque ce privilège, en fait, il va permettre de vivre avec un sentiment de légitimité. Voilà. Et une fois qu'on a cette notion d'androcentrisme, de patriarcat un peu plus large, on peut voir que ça conditionne énormément nos modes de fonctionnement, nos personnalités, nos réactions, la place qu'on occupe chacun dans la société. Et c'est pour ça aussi que ça peut être un travail compliqué pour les bénéficiaires de ces schémas de reconnaître l'existence de ces privilèges.
puisque finalement, ça va amener à questionner sa propre histoire et sa légitimité. Voilà pour la petite introduction sur l'androcentrisme et je vais laisser Éline prendre le relais sur les différents courants féminisme et montrer comment tout ça est le vecteur commun des différentes luttes. Merci Élise. Donc moi je vais vous faire un petit historique sur les courants féministes français et vous montrer comment effectivement la lutte contre cet androcentrisme est un vecteur commun, mais d'une manière en fait différente selon les courants, les époques et les lieux, même si ça sera plutôt franco-centré. Donc je commence. Ça ne sera pas exhaustif, mais c'est parti. Donc du coup, le féminisme, donc la définition classique qu'on trouve dans un dictionnaire, c'est écrit un mouvement pour l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Donc jusque-là, on est tous d'accord, c'est l'égalité femmes-hommes, mais on va voir que ça suppose en fait un chamboulement de la société qui est beaucoup plus grand. En France, ça a commencé avec ce qu'on appelle la première vague féministe. En fait, en général, on divise les courants féministes français en 3 vagues, plus une 4e qu'on est en train d'observer. Donc c'est très schématique, mais ça permet au moins d'avoir les idées un peu claires sur l'évolution historique. Donc la première vague, c'est une vague au début du XXe siècle qui a démarré en fait après la Première Guerre mondiale. Donc on appelle cette vague une vague libérale et différentialiste. Donc en clair, ce que ça veut dire, c'est que c'était des femmes qui se sont battues pour l'égalité formelle, c'est-à-dire l'égalité des droits, et notamment le droit de vote, puisqu'à cette époque, les Françaises n'avaient pas encore le droit de vote. Elles l'ont obtenu qu'en 1944, ce qui est vraiment très tard pour un pays démocratique. Et donc du coup, c'était voilà, sur l'égalité des droits, pas plus. Et dans la rhétorique, en fait, pour argumenter de pourquoi les femmes devraient avoir le droit de vote, les arguments qui étaient utilisés, c'était des arguments beaucoup sur la maternité, sur du coup leurs différences et ce qu'elles pouvaient apporter à la société avec ces différences et ce rôle de mère. Donc on est sur un premier courant qui est pas très féministe entre guillemets par rapport à nos critères d'aujourd'hui, mais en tout cas pour l'époque, ça leur a déjà permis de combattre pour avoir le droit de vote. Et donc on appelle ça un féminisme différentialiste, parce que du coup c'est basé sur la différence femmes-hommes, et libéral parce que c'est sur les droits et pas forcément sur les causes en fait sous-jacentes aux inégalités de droits. Donc c'est un féminisme donc début du XXe, mais le féminisme libéral, ce qu'on appelle le féminisme libéral, c'est un courant qui existe toujours. Du coup, on va essayer que ce truc historique soit un peu participatif. Donc, est-ce que aujourd'hui, vous avez un exemple de quelqu'un qui pourrait incarner ce féminisme libéral ? Alors, du coup, je propose que soit vous leviez la main, soit dans la conversation un petit +1. Et si personne n'a soit la réponse, soit la non-timidité de la donner, je vais le faire. Ok. Donc, du coup, sur le féminisme libéral, typiquement, Marlène Schiappa et le féminisme incarné par le gouvernement est souvent taxé, en fait, d'être un féminisme libéral, puisque c'est beaucoup un peu l'apologie des femmes qui sont entrepreneuses, des femmes qui réussissent. On va être plutôt sur des questions d'égalité salariale, mais pas, en fait, suffisamment sur les causes de pourquoi il y a ces inégalités et pourquoi en fait toutes les femmes ne peuvent pas être entrepreneuses. Et donc du coup c'est un féminisme qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc voilà pour la première vague. La deuxième vague du féminisme, elle est née dans les années 60-70. C'est la création du MLF, donc Mouvement de libération des femmes. On a entendu la chanson en introduction de ce mouvement. Leur slogan principal, c'était « Le privé est politique ». Et donc, c'est un courant qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Du coup,
on va réessayer d'avoir quelque chose d'interactif. Est-ce que vous savez un petit peu quelles étaient les revendications féministes des années 70 ? Et on va essayer d'avoir des interventions paritaires. Donc du coup, je vais commencer par José. Oui, alors j'ai un peu triché parce que j'ai commencé le livre qu'on avait évoqué au Café Lecture. Et à un moment, donc l'auteur parle du MLF. Et elle dit l'abolition du travail domestique. Ouais. Et donc du coup, je vais laisser à chaque fois Mathilde rebondir si elle peut. Non, elle ne peut pas. Donc, ok. Donc, l'abolition du travail domestique, qui est évidemment toujours d'actualité aujourd'hui, puisque malheureusement, le temps de travail des hommes sur les tâches domestiques a augmenté, je crois, de 4 minutes par semaine, quelque chose comme ça, depuis ces années-là. Donc, ouais, une des premières revendications. Une autre revendication, à votre avis, de ce mouvement féministe ? Ouais, l'avortement, exactement. Est-ce que vous savez la ministre qui l'a permis l'avortement ? Simone commence, Simone Veil, super. Donc c'était... Ouais. Donc Benjamin qui nous parle aussi du congé paternité. Donc c'est vrai que c'est aussi une des revendications aujourd'hui pour avoir une meilleure articulation en fait entre donc d'un côté effectivement qui fait les tâches domestiques à la maison. Donc s'il y a un congé paternité, effectivement ça permet que l'homme puisse j'allais dire aider sa femme, non, contribuer de la même manière aux tâches domestiques pendant que l'enfant est petit. Donc, sur la liberté sexuelle, est-ce que vous avez d'autres idées de revendications féministes de ces années-là et d'acquis aussi féministes ? La contraception, c'est aussi les années où la pilule se développe. Et la question de la contraception est encore une lutte tout à fait actuelle. Sur les autres revendications, il y avait la question des viols, notamment des viols. On avait mis dans le chat. Donc voilà, c'est Pauline, je crois. Vous n'entendez pas ? Vas-y. J'allais passer du coup au sous-courant du féminisme, parce que du coup le féminisme du MLF c'est un petit peu l'épicentre, mais après ça s'est divisé en fait en pas mal de sous-courants et qui continuent à irriguer la pensée féministe aujourd'hui. Donc il y avait le féminisme radical qui était le courant majoritaire. Donc pour ce courant-là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Et elles vont être vraiment très anticapitalistes, très anti-système, et contrairement justement au féminisme libéral, elles vont vraiment essayer d'aller sur les causes et de vouloir un vrai changement de société, pas seulement une égalité au sein d'une société qui serait libérale et capitaliste. Donc un des sous-courants du MLF, c'est le féminisme radical. Il y a eu un autre sous-courant qui est le féminisme différentialiste, donc on en a déjà parlé tout à l'heure, donc un féminisme qui va valoriser les attributs féminins, le rôle de mère, la soi-disant sensibilité des femmes, etc. Et un troisième sous-courant, c'est le féminisme universaliste. Donc, par exemple, on a eu un petit peu Simone de Beauvoir, on a Elisabeth Badinter aujourd'hui, qui sont porteuses de ce courant. Donc, l'idée de ce courant, c'est de dire, du coup, l'universalisme masculin, celui dont nous a parlé Élise, il est problématique parce qu'il est exclusivement masculin, mais si on y ajoute du féminin, on peut rester dans un paradigme universaliste. Voilà, je regarde vos questions en même temps. Est-ce qu'il y a un courant marxiste dans le MLF ? Oui, tout à fait. Tout à fait, il y a un féminisme marxiste. Et est-ce qu'on prend en compte les différences physiologiques dans le féminisme radical ? Eh bien, au début, pas trop. En fait, c'est un des
un peu un des clashs qu'il y a eu dans les courants féministes, c'est en fait, de vouloir tellement être égale des hommes que du coup, une des manières d'argumenter pour être égale des hommes, c'était un petit peu de nier les différences physiologiques. Donc ça a été la première stratégie. Après, c'est vraiment en train de changer depuis 20 ans, et justement avec ce dont parlait Élise, qui est de dire, ben si, il y a des spécificités physiologiques qui font que l'équité, c'est pas la simple égalité, mais c'est un terrain qui peut être très glissant. Donc, c'est toujours manié avec beaucoup de précautions. Et est-ce qu'on peut être universel sans être ethnocentriste? Eh bien, pas du tout. Enfin, pas du tout. En tout cas, c'est ce qui est critiqué par d'autres courants qui sont plutôt des courants post-coloniaux qui arrivent après. Donc voilà, là, je vous ai fait donc, du coup le féminisme majoritaire issu du MLF. Ensuite, il y a eu l'écoféminisme, donc qui n'a pas trop marché en France. C'est vraiment né en France sous la plume d'une féministe qui s'appelait Françoise d'Aubonne, qui a inventé ce terme, mais ça n'a pas du tout marché en France. Ça a pris plutôt aux États-Unis, en Inde, en Amérique latine, dans certains pays africains, mais pas du tout en France. Est-ce que vous connaissez l'écoféminisme? Pas du tout. Sophie, qui pense son linge. On t'entend pas, Sophie? Non, c'est trop bête, hein. Donc du coup, justement, ça n'a pas marché en France parce que, comme je vous disais, les féminismes radicaux au début avaient tendance à nier les différences physiologiques, à vouloir un peu rentrer dans la rhétorique masculine pour se faire une place, là où l'écoféminisme, en fait, avait déjà intégré la question des luttes écologistes et, en fait, était à la fois dans la critique du fait que souvent on va dire que la nature est féminine et que les femmes sont plus proches de la nature, qu'elles seraient impulsives, sauvages. Donc à la fois vont beaucoup critiquer ça et en même temps vont constater que dans les luttes écologistes, ben, c'est en fait beaucoup des femmes, que les femmes de par leur rôle dans le foyer ont une sensibilité qui n'est pas du tout innée, mais en tout cas qui devient acquise par l'éducation et vont vouloir le valoriser. Donc, du coup, c'est un courant écoféministe qui n'a pas du tout fonctionné, mais qui, en fait, est redécouvert aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais quand même en parler. Ensuite, donc, il y a la troisième vague, et là, je crois que Benjamin et Thomas sont assez calés en termes de troisième vague et de féminisme post-colonial. Alors, peut-être vous pouvez en parler aux autres. Alors, vous n'avez pas le micro, par contre. Vas-y, Benjamin, c'est plus ton truc. Non, je suis pas du tout calé sur la question, mais c'est effectivement, du peu que j'en sais, ça va à l'encontre justement de ce féminisme universel qui se veut justement promouvoir une vision de la femme et de son émancipation, etc. Et que cette troisième vague va tenir compte davantage, on va dire, des spécificités culturelles, historiques des femmes dans les milieux dans lesquels elles vivent, plutôt qu'une forme d'imposition en quelque sorte d'une vision du féminisme, souvent calquée sur le modèle féministe des pays occidentaux des années 70. De ce que j'ai cru comprendre, franchement, je suis pas calé sur le sujet. Ok, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des connaissances parmi vous? Bon, c'est très bien qu'on fasse cette formation, du coup. Thomas? Et peut-être on peut parler aussi d'intersectionnalité, qui est un truc qui est assez important dans la troisième vague. Alors après, l'exprimer, c'est compliqué, mais c'est d'expliquer qu'il n'y a pas un seul levier de domination et qu'une personne, selon sa couleur de peau, selon son sexe, selon son milieu social, peut avoir facteur qui la met plus ou moins haut dans l'échelle sociale, entre guillemets. Ouais, exactement. En fait, l'idée de l'intersectionnalité, qui est aussi applicable à des femmes qui peuvent être handicapées ou SDF,
c'est de dire qu'en tant que femme, donc on a déjà, entre guillemets, un handicap dans la société, mais en plus, si tu es une femme noire ou une femme handicapée, etc., tu cumules. Et c'est pas juste que tu vas être discriminée en tant que femme et discriminée en tant que minorité. C'est une discrimination qui va être spécifique et qui sera en fait encore plus grosse que juste la somme de être femme et être discriminée. Voilà. Et notamment, un des sujets qui fâche beaucoup entre féministes, c'est la question du voile. Parce que donc, du coup, les féministes postcoloniales vont dire que c'est quelque chose qui fait partie de leur culture et que le fait qu'on les cible parce qu'elles portent le voile, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas sur des hommes et que du coup, pour elles, c'est un mélange de sexisme et de racisme qui est vraiment spécifique à leur genre et pas simplement la somme de être femme et être issue d'une minorité. Et on vous conseille apparemment le podcast Kif Taras. Donc voilà, merci pour le partage. Donc voilà, ce courant. Il y a aussi des courants LGBT, pareil, qui critiquent le fait que le féminisme traditionnel serait trop hétéronormé. Alors c'est vrai et faux, parce qu'au MLF, il y avait aussi beaucoup de lesbiennes, mais en tout cas, c'est vrai que c'était très sur hétéro ou lesbienne, pas forcément inclusif des hommes ou des trans, etc. Donc c'est aussi un autre sous-courant de la troisième vague, ce qu'on appelle le féminisme queer. Donc voilà pour les 3 vagues principales. Et donc pour certains auteurs, il y a une 4e vague depuis les années 2010 qui a 2 éléments principaux. Le premier, c'est le fait de porter sur les violences sexuelles, donc le harcèlement de rue, les viols, les violences conjugales, et d'être très porté par les réseaux sociaux. Du coup, est-ce que vous avez des exemples de combats qui sont portés ces dernières années, et notamment sur les réseaux sociaux ? Ouais, les féminicides, effectivement, avec tous les jours, on compte sur le nombre de femmes qui ont été tuées par leur conjoint et on le poste. Le hashtag MeToo, le hashtag Balance ton port aussi. Il y a le cyberharcèlement et ce qu'on appelle le revenge porn. Si. Je peux peut-être expliquer le revenge porn. Le revenge porn, le principe, c'est par exemple le fait qu'une femme envoie par exemple une partie de son corps nu à son copain ou à la personne qu'elle souhaite et que pour se venger, la personne la diffuse sur les réseaux sociaux, voire même lui fait du chantage avec des photos ou des messages. Voilà. Voilà, c'est aussi toutes les vidéos qu'on voit de femmes qui peuvent être harcelées dans la rue et qui le postent, ou le fait d'être la lutte aussi contre la grossophobie, ou enfin, tout ce qui passe par les images et les réseaux sociaux. Du coup, moi j'appelle ça un peu un féminisme de masse, parce que c'est vrai que tout le monde voit ces images, peut les partager, les liker, etc. La critique qu'on peut lui faire, c'est que du coup, c'est quand même un féminisme de classe supérieure. Les personnes qui balancent leur porc ou qui font MeToo, c'est plutôt celles qui ont Twitter ou Facebook. Enfin, c'est des personnes qui sont ultra connectées. Et c'est aussi des revendications qui sont très hétérogènes. Donc, ce qui peut être bien parce que du coup, ça évite d'être dans les disputes de courant. Mais du coup, on peut aussi se dire qu'il n'y a pas forcément de socle idéologique très fort. Voilà. Alors, quelqu'un me met culture du viol. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer ce concept, Thomas ? Pas spécialement, je pensais que tu allais en parler. La culture du viol, c'est le fait d'avoir souvent des images, que ce soit au cinéma, dans la publicité ou autre, de femmes, entre guillemets, soumises et ou violentées. Et donc, ça crée une atmosphère et une culture commune où, en fait, ça paraît complètement normal que ça se passe comme ça dans la société. Je ne sais pas si ma définition est très claire. Est-ce que tout le monde la comprend ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Ça veut dire que c'est très clair.
Effectivement, c'est une dénonciation de beaucoup d'images, notamment d'images de pubs ou de scènes dans les films ou de discours politiques où soit les femmes sont sexualisées de manière très rabaissante, ou on va remettre en cause leurs paroles. C'est vraiment tout ce qui est discours au sens large public qui contribue à normaliser le fait qu'on ne respecte pas le consentement des femmes. Voilà. Et ensuite, on voulait juste vous interroger sur des revendications dont je n'aurais pas parlé parce qu'elles ne sont pas clivantes, mais qui sont quand même au centre des revendications féministes. Donc pour vous, c'est quoi un peu les revendications aujourd'hui pour l'égalité femmes-hommes? Tout va bien pour vous? Il n'y a plus rien à faire? C'est bon, on a gagné des trucs qui vous énervent? Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui a le salaire, donc Benjamin. Effectivement, la question du salaire, ce qui correspond aussi à la question de l'école, en fait. Le fait que, bien sûr, dans les différences de salaire, il y a de la discrimination entre les femmes et les hommes, mais souvent, en fait, la discrimination, c'est qu'une partie des différences salariales. Ça vient aussi de métiers en fait, différents qui sont plus ou moins valorisés, plus ou moins rémunérés, d'orientation genrée. Ça vient aussi du fait que les femmes vont être plus souvent à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants, qu'elles vont arrêter leur carrière pour s'en occuper. La place des femmes dans la hiérarchie des boîtes, etc. Et donc, du coup, à l'école, c'est vraiment le lieu où en fait, beaucoup de stéréotypes sont véhiculés, même si on étudie la manière dont les professeurs interrogent les élèves. On va voir que, par exemple, sur les sujets scientifiques, ils vont plutôt interroger les garçons, que pour demander de récapituler une leçon, ils vont demander une fille, mais quand ils vont demander un truc un peu plus difficile, ils vont demander un garçon, etc. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de formation sur les supports pédagogiques utilisés, etc. Les jouets genrés, oui, effectivement. Les jouets qui sont en fait de plus en plus genrés aujourd'hui qu'avant, pour des raisons aussi marketing, ça permet d'avoir deux marchés très différents. Donc, on va faire des choses très roses pour les filles. Et puis, s'il y a un petit frère après, il faudra racheter le truc très bleu. La question des produits hygiéniques qui sont chers, la taxe tampon aussi. Un papa nous dit grave les jouets. La jouissance féminine, donc ça c'est une revendication très, très MLF de libération du corps des femmes, avec aussi le fait que sur les manuels de SVT, on ne représente pas le clitoris, que le clito, voilà. Alors là, je crois que j'ai vachement dépassé sur mon temps, donc on peut peut-être faire un truc de questions-réponses. Et ensuite, je laisserai la parole à Mathilde, mais on peut se prendre 10 minutes de questions-réponses sur tout ce qui a été dit depuis le début, ou même si vous avez d'autres questions. Ou des remarques, des choses à ajouter, plutôt que sur le chat, coupez votre micro et dites-le. Ouais, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Vous avez un petit bouton mute sur le côté gauche de Zoom, ou si vous êtes sur votre téléphone portable, vous avez le même bouton micro sur lequel vous pouvez appuyer. Vous pouvez vous exprimer librement. Et José a une question. Une remarque. Oui, donc en fait, c'est dans notre entreprise, la direction a pris de plus en plus en compte cette problématique et du coup, au niveau des salaires, essaye de mettre en place à très brève échéance l'égalité. Et ils ont mis aussi en place un nouveau système de réunion qui s'appelle Women, et en fait qui correspond à se mettre à la place de l'autre. Là, par exemple, la dernière réunion, c'était comprendre et dépasser les stéréotypes de tout genre. Ça peut passer par la jupe, par le vestimentaire, tout ça. Donc, en fait, c'est vrai que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'entreprise. Et ces 2 dernières années, c'est monté très vite. On a régulièrement des communiqués, des choses
qui vont dans le bon sens. Il y a Nora qui veut prendre la parole. Oui, moi je suis une mère de 3 fils, 3 ados maintenant. Pour moi, ce qui devrait être davantage mis en exergue dans le féminisme, c'est que c'est un avantage pour les hommes. Et c'est aussi un inconvénient pour les hommes, ce patriarcat, parce que les garçons, moi je les ai vus grandir, mes fils, et je les vois encore grandir. Dans l'éducation, on restreint des possibilités aux filles, mais on restreint aussi des possibilités aux garçons, dans le sens exprimer leurs émotions, leurs sentiments, leur fragilité, etc. Les garçons doivent jouer au foot, doivent avoir des jeux de guerre, des choses comme ça. Un garçon qui n'a pas ça, il est stigmatisé. Et puis après ça, en grandissant, un homme doit pouvoir s'occuper de ses enfants. S'il s'occupe de ses enfants, il est stigmatisé. Son avancement ne se fait pas dans sa société, c'est-à-dire qu'elle devient une femme du coup. Donc son salaire devient aussi peu rentable que celui d'une femme. Et si on lissait tout ça de chaque côté, je pense que ça arrangerait les choses. Et je pense que le nouveau mouvement féministe devrait totalement inclure ces notions-là et les mettre en avant pour attirer aussi les hommes qui peuvent aider. Voilà. Est-ce que c'est possible de répondre? Oui, allez-y. Si on m'entend. Donc, je suis la coloc de Sylvia, moi, Sophie. Et pour répondre à cette question, je l'ai lu, le livre « Les couilles sur la table ». Et c'est exactement ce dont elle parle. C'est justement cette réflexion sur la masculinité actuelle et montrer que les hommes perdent aussi. Ce qui est un petit peu dommage, je trouve, ce dont on n'a pas trop parlé ce soir, c'est qu'elle montre très bien dans son livre qu'en fait, dès le départ, la notion de féminin, dès l'enfance, elle est discréditée et elle est secondaire. Et on grandit en faisant de manière inconsciente accepter l'idée par tout le monde qu'en fait, non seulement il y a une différence, mais que la femme est l'inférieure de l'homme. Et je ne sais plus si c'est elle qui dit ça ou c'était quelqu'un dans un blog qui racontait un petit garçon aux États-Unis. Sa maîtresse lui demandait de dessiner des super-héros. Et il avait dessiné Superwoman, Wonder Woman, je ne sais plus comment on dit. Et la maîtresse a dit « Ah mais non, mais tu ne peux pas, tu es un garçon ». Et il expliquait, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi est-ce qu'un garçon ne pourrait pas avoir comme héros une héroïne? Alors que l'inverse, une petite fille, elle peut avoir comme héroïne un héros. Et donc, il disait, et c'est une très bonne façon de montrer qu'en fait, le féminin est forcément inférieur, même les super-héros. Voilà, c'était ma remarque. Effectivement, et sur les injonctions qu'on fait aux hommes, par exemple, si on se moque d'eux quand ils pleurent, c'est parce que effectivement le pleur c'est quelque chose qui est associé au féminin et du coup qui est dévalorisé aussi. Donc c'est aussi très sexiste en fait dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Il y a iPhone qui a une question, mais je ne connais pas le prénom de iPhone. C'est toujours la même. C'est Émilie. Bon, bienvenue. Bonsoir, je vous ai rejoint en cours de route, donc peut-être que ma question tombera à plat, mais je vais quand même la poser. Peut-être aussi pour aller dans le sens de la culture masculiniste ou viriliste au travail, on se rend compte que si on arrive assez facilement à travailler sur des déterminants comme le niveau de responsabilité ou les rémunérations ou aussi aménager bien évidemment le travail pour qu'il soit pour qu'il offre des conditions favorables et aux hommes et aux femmes, on voit bien que cette culture masculiniste, c'est ce qui est quand même le plus compliqué à faire bouger, parce qu'on le voit encore, une certaine connivence entre les hommes, ça parle foot, ça parle femmes, ça parle de problématiques qui excluent de facto les femmes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est de plus longue haleine finalement de travailler sur cette culture-là, y compris chez des gens qui sont pourtant très, très pro égalité femmes-hommes. Et j'avais du coup une question sur l'approche en termes d'écoféminisme. Peut-être pour aussi en guise de débat, est-ce que finalement ce type d'approche, comme on a pu l'avoir sur les quotas ou sur d'autres sujets, est-ce que finalement ça entretient pas plus dans les imaginaires et dans les représentations une société différenciée
que si on n'employait pas le terme si on mettait pas en avant finalement le terme de femme ou de féminisme et que ça soit du coup plus universel. Typiquement, c'est un débat que j'ai eu dans ma collectivité quand on a voulu mettre en place une démarche avec des mesures pour les femmes, où on nous disait oui, mais du coup, le fait de dire c'est de l'égalité femmes-hommes, on a plus l'impression que c'est des mesures faites pour les femmes plutôt que des mesures œcuméniques et universelles. Donc, c'était un peu là-dessus que je voulais poser la question dans le débat. Sur l'écoféminisme, je vais essayer d'y répondre. Et après, je laisserai mes camarades répondre, mais c'est plutôt mon courant, du coup, je me sens à l'aise. Sur ta dernière question, en fait, dans la première partie, Élise nous a parlé d'androcentrisme et le fait que, en fait, l'universel, on ne le questionne pas, mais quand tu le questionnes, tu te rends compte que c'est masculin. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je ne sais pas, la réforme des retraites, on va dire, en fait, c'est une réforme qui concerne tout le monde. Et en fait, tu te rends compte que la manière dont elle est pensée d'un point de vue masculin. Et du coup, dès qu'on va parler d'un sujet de manière féministe, on va te dire « Ah, mais pourquoi on parle spécialement des femmes ?» Mais c'est qu'en fait, tout le reste du temps, sans le savoir, on parle des hommes. Et donc là, cette politique publique qui est pour les femmes, elle n'est pas moins œcuménique que des politiques publiques qui vont vraiment servir aux hommes. Par exemple, construire un terrain de foot, tu vois, on se pose jamais la question de qui c'est qui va faire ce terrain de foot qui va jouer dessus, alors qu'en fait, c'est les hommes. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment un piège et c'est important là, c'est mon avis personnel, mais d'assumer que l'équité, c'est aussi de pouvoir traiter de manière différente des gens qui ont des problématiques différentes. Et sur l'écoféminisme, donc effectivement, en France, ça n'a pas marché parce qu'on les a beaucoup traités d'être essentialistes. Elles, en fait, leur réponse, c'est de dire que, encore une fois, dans cette société, l'universel, il est masculin, et donc, du coup, ce qui va être valorisé, c'est la force, le courage, la virilité, etc. Là où les émotions vont être dévalorisées. Et plutôt que de se dire, on se fend dans ce moule masculin et on met nos émotions de côté, en fait, non, nous, on pense que c'est important, une société dans laquelle on peut avoir des émotions. Et donc, du coup, la société rêvée des écoféministes, c'est une société dans laquelle tout le monde exprime ses émotions. Donc, en fait, tu restes pas dans les femmes ont les émotions et les hommes, c'est des gros forts. Tu crées une société où, quand tu éduques de la même manière les petits garçons et les petites filles, tu les éduques en leur disant que c'est important la sensibilité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question et si d'autres personnes veulent compléter. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Ouais, juste sur écoféminisme, c'est beaucoup lié au mouvement de justice environnementale qui se sont développés en particulier aux États-Unis dans les années 60-70, où en fait les femmes étaient en première ligne de la défense. Alors ça se mélangeait aussi avec la question des droits civiques et du racisme, comme tu l'as dit, Éline, parce qu'il y a un croisement entre les impacts de la dégradation de l'environnement, les populations précaires et les femmes. Et donc, sur un certain nombre de cas, notamment de cas de pollution, ça a donné lieu à des mobilisations sociales qui croisaient les questions de justice sociale et de justice environnementale, donc qui dénonçaient le fait que ce sont les populations les plus précaires qui subissent la dégradation de l'environnement et pas juste la dégradation de l'environnement, le cynisme des pollueurs qui s'attaquent aux populations les plus faibles et donc s'attaquent aux pauvres et aux femmes. Et les femmes ont été à l'initiative de ces mouvements de revendication d'un environnement sain pour elles, pour leurs enfants, etc. Il y a un cas qui est particulièrement prégnant, c'est le cas de Love Canal, où c'est une communauté pauvre afro-américaine notamment installée sur un site qui en fait était
C'était un village construit une ville construite sur des mètres cubes de déchets ultra polluants, et donc avec tout un tas de maladies détectées, notamment chez les enfants, de cancer, et donc c'était les femmes là qui étaient particuliirement porteuses de ce combat, mais aussi parce que aujourd'hui, ce mouvement de justice environnementale et de justice climatique, il croise aussi énormément la question féministe, parce que les femmes sont partout, et en particulier en Afrique, en Asie, etc. Les personnes qui en fait s'occupent du foyer, de l'eau, en fait des ressources premières, quoi, de l'approvisionnement en eau, de l'approvisionnement en nourriture, donc de l'agriculture, etc. Et qu'elles sont les premières à devoir assumer, ou en tout cas assumer la tenue du logis face aux modifications climatiques, à la raréfaction des matières, notamment alimentaires, etc. etc. Merci les filles. De rien, et je pense qu'on pourra continuer à en discuter à d'autres moments. On va peut-être passer à la troisième partie qui est assurée par Mathilde, et les sujets de discussion qui sont apparus dans le chat, on a prévu un quart d'heure d'échange après l'intervention de Mathilde, donc on pourra les traiter après, quoi. Ok, donc j'enchaîne. Désolée tout à l'heure si j'ai été un petit peu occupée, c'est parce qu'on a des points tous les jours sur la situation du Covid, et donc c'était important que je puisse participer à l'échange municipal là-dessus. Bref, alors pour essayer d'engager un petit peu la suite des débats, en fait, on s'est dit que la construction de la patriarcale de la société, évidemment, elle rend la société illusoirement un petit peu égalitaire, parce que les mécanismes, ils sont invisibles, ils sont intériorisés par les femmes et par les hommes, mais également ça renforce les inégalités entre les femmes et les hommes. Et en France, notamment, les comportements sexistes, les stéréotypes, les inégalités, etc. persistent, ça, on le voit. Mais la France aussi, elle ne brille pas particulièrement par la place qui est accordée aux femmes, et notamment dans sa représentation politique. Et l'histoire politique française, notamment récente, elle regorge vraiment de plein d'anecdotes gênantes, malgré certaines avancées sur la loi sur la parité et autres. Mais en tout cas, petit à petit, on a réussi on a permis au fil de l'eau d'essayer d'imposer les femmes en politique un petit peu comme une évidence, mais on est encore loin du compte. Et c'est pour ça qu'un de nos objectifs, nous, qu'on se fixe à Place Publique, c'est de pouvoir faire en sorte de multiplier les outils de manière transversale pour essayer vraiment de changer les mentalités, influer sur les comportements, etc. Et ça nécessite, comme on le disait dans l'introduction de la réunion, c'est se former à la lutte contre le sexisme, déconstruire les prises de responsabilité genrées. On le voit encore trop souvent dans les conseils municipaux où les femmes sont en charge de la solidarité, les hommes sont en charge de l'économie, par exemple. C'est prévenir tous les comportements sexistes, et notamment, on sait qu'il y a beaucoup de la stratégie de l'agresseur et des agresseurs, il en existe particulièrement dans le milieu politique, donc il faut essayer de faire en sorte de pouvoir protéger et prévenir les comportements sexistes et les violences, et donc déconstruire aussi tous les préjugés sexistes, etc., et de contribuer à libérer la parole des femmes. Donc, dans un premier temps, je vais essayer d'aborder comment, d'un point de vue individuel, et notamment parce qu'il y a pas mal d'hommes qui sont présents ce soir, mais ça vaut aussi pour les femmes. On le sait, les femmes sont aussi elles-mêmes vectrices souvent de sexisme, etc. Et c'est souvent aussi elles qui sont dures à l'égard des autres femmes. Donc, comment on peut essayer de faire en sorte, dans un premier temps, sur le plan individuel, d'essayer de faire en sorte d'être utile au mouvement féministe, et surtout d'être au quotidien dans ce processus-là, sachant que, comme nous on le pense, on ne naît pas féministe, on le devient, c'est vraiment un processus, et ça nécessite de jamais baisser la garde, et on le verra tout à l'heure, de toujours être en mouvement, et
être dans une démarche d'apprentissage. Et dans un deuxième temps, on verra vraiment à l'échelle d'un mouvement et d'une organisation ce qu'on peut mettre en place. Alors du coup, je vais essayer d'aller assez vite sur la partie individuelle. Ce qu'on voit, bon, la première chose qui est vraiment essentielle, c'est le fait de ne pas penser qu'on ne fait pas partie du problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un homme, et même qu'on est une femme, qu'on se définisse comme un allié du féminisme ou pas, on est, pour les hommes, un dominant dans la société patriarcale. Et pour les femmes, on a été aussi éduqués dans une société patriarcale. Et donc, il faut avoir conscience qu'on ne peut pas complètement s'en extraire, mais qu'on peut lutter contre. Comment on peut lutter contre ? La première chose, c'est d'essayer de s'informer. Donc, il y a des magazines féministes, il y a des blogs, il y a des journaux, il y a des journalistes féministes, il y a des militantes féministes sur Twitter, il y a des conférences, des événements, etc. La plupart sont gratuits, donc il ne faut pas vraiment hésiter à aller se former et à ne pas hésiter à vraiment lire des choses. La deuxième chose, c'est le fait de se remettre en question. Ça, c'est vraiment essentiel. Les femmes féministes le font aussi, et en tant qu'alliés, il faut le faire régulièrement et pas seulement quand on te le demande. C'est-à-dire qu'on a tous reçu une éducation sexiste et on peut parfois être sexiste sans s'en rendre compte. Donc, il faut vraiment essayer d'être en permanence, d'essayer d'avoir ces lunettes qui essaient de décrypter les inégalités et le sexisme dans la société. Ensuite, pour les hommes, être féministe, ça veut dire aussi de mettre son ego de côté quand on parle de féminisme. Pour faire simple, le patriarcat, c'est la domination des hommes sur les femmes, et qu'on le veuille ou non, les hommes font partie des dominants, et c'est ce statut-là qui est critiqué, qui est généralisé, pas toi en tant que personne, mais les hommes en général. Et donc, il ne faut pas se vexer, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas répondre, par exemple, le fameux not all men, c'est-à-dire oui, mais quand on dit quelque chose, par exemple, quand on peut dénoncer quelque chose qui est sexiste ou un comportement, etc. Parfois, il nous est répondu que non, mais pas tous les hommes sont comme ça. Mais bien sûr que pas tous les hommes sont comme ça. Ça n'a jamais été ce qu'on dit, on a compris, etc. Il faut juste l'intégrer, l'apprendre, et aussi, en tant qu'homme et en tant que femme, essayer de transmettre cette information-là, cette dénonciation aux autres hommes. Ensuite, un des autres comportements féministes que peuvent essayer de s'appliquer les hommes, c'est essayer de dire qu'on est des alliés. Ça veut dire que l'homme a compris qu'on n'est pas le premier concerné par le sexisme, mais qu'on affirme une forme de soutien aux concernés. Et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas être un allié féministe pour bien se faire voir. C'est-à-dire qu'en général, ça se repère très vite. Moi, j'avais discuté longtemps de quelque chose qui s'appelle la stratégie de l'agresseur avec Caroline Dehaze, qui est une féministe assez connue. Et en fait, elle m'expliquait notamment que, par exemple, dans la stratégie de l'agresseur, un des points, c'est le fait de pouvoir assurer son impunité. Et notamment le fait que, par exemple, dans l'ensemble des formations féministes qu'elle pouvait donner, etc., en entreprise, et ben, en fait, dans le lot, il y a toujours un agresseur ou quelqu'un qui en fait vient là juste pour se faire voir, ou juste pour qu'on puisse dire Robert, mais non, mais Robert, il est pas du tout, enfin, c'est pas un agresseur, tu comprends, il était là à la formation sur le féminisme. Et ben ça, voilà, c'est des choses que petit à petit, on apprend aussi à repérer. Et donc, il ne faut pas être un allié féministe juste pour bien se faire voir, voire même dans cette stratégie de l'agresseur, évidemment, mais ça veut dire apprendre à ne pas se mettre en avant, parce que la parole des femmes, elle est souvent moins estimée que les hommes, et donc il est important que dans leur lutte, ça soit aussi les femmes qui dirigent. Et ça ne veut pas dire que les hommes en sont exclus, c'est important d'avoir des espaces de non-mixité pour pouvoir libérer la parole, etc. Mais en tout cas, moi, je suis attachée au fait que dans la lutte, dans le combat, dans les manifestations, dans tout ce qui est visible, on puisse faire en sorte que les hommes, évidemment, participent. Ensuite, je passe, et puis après, vous n'hésiterez pas à réagir. Un des comportements aussi qui est essentiel, c'est le fait, et notamment pour les hommes, c'est de reprendre les amis hommes quand ils sont sexistes. Ça veut dire on ne dit pas rien.
on ne rigole pas. Et les mecs sexistes ont souvent plus tendance à écouter un autre homme. Donc, il faut utiliser ce privilège-là pour essayer d'aider la cause. Mais ça veut dire aussi qu'on ne s'en vante pas après. Parce que ça veut dire que ça met aussi le doute sur les intentions. Et donc, il faut éviter de s'en vanter. Ensuite, si une femme est sexiste, si une femme te dit que tu es sexiste, il ne faut pas forcément la contredire. Oui, évidemment, elle peut se tromper. Et non, la majorité du temps, tu n'es pas forcément sexiste. Mais il faut partir du principe que dans cette logique de remise en question, etc., il ne faut pas hésiter à faire des recherches, à essayer de faire avancer son raisonnement, son questionnement, etc. Et voilà. Ensuite, un des autres axes un petit peu de réflexion et d'action, c'est le fait de soutenir les femmes qui sont victimes de violences sexistes et de jamais remettre leurs paroles en question. Il y a notamment Nous Toutes qui militent sur la question des violences faites aux femmes, sur les féminicides, etc. Et elles disent que la première chose qu'on doit dire à une femme victime quand on apprend qu'elle a été victime, c'est lui dire 1, je te crois, 2, tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable, 3, il n'a pas le droit de faire ça, et 4, je suis là pour t'aider. Et ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir vraiment la déculpabiliser totalement et porter la responsabilité sur l'agresseur. Et ça veut dire ne pas remettre leurs paroles en question. Ensuite, c'est le rôle de la justice, etc., si elle décide de porter plainte. Mais notre rôle en tant que féministe et d'alliés, c'est de leur montrer qu'on est de leur côté, quel que soit le choix qu'elles prennent. Si elles décident de ne pas aller en justice, c'est aussi leur droit. Et donc, qu'on les croit et qu'on les soutient dans leur démarche. Ça veut dire aussi défendre les femmes en direct quand on les voit être victimes de sexisme, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le travail, à l'école, sur Internet, etc. Il ne faut pas hésiter à marquer sa solidarité, que ce soit des simples remarques qui sont des blagues déplacées ou autres, ou que ce soit des insultes, du harcèlement, des violences physiques, etc. Il ne faut pas hésiter à intervenir. Et ça veut dire aussi de défendre toutes les femmes. Pas seulement les membres de ta famille, les filles que tu dragues ou quoi que ce soit. C'est aussi les femmes racisées, c'est les femmes voilées, les femmes qui se montrent nues sur Internet. Et oui, c'est pas la peine de les juger. Les travailleuses du sexe, les femmes qui sont LGBTQI+, etc. Et enfin, 2 derniers éléments. La première chose, c'est ne pas relayer et prôner la virilité, donc tout ce qui est ce dont on a parlé tout à l'heure, mais dire par exemple qu'un homme ne doit pas pleurer, etc., c'est transmettre un stéréotype de genre et c'est sexiste. Et il ne faut pas hésiter aussi à pouvoir verbaliser et mettre des mots sur les répercussions du patriarcat sur les hommes, sur les injonctions à ne pas montrer ses émotions, à être agressif, les moqueries sur, par exemple, les hommes qui sont vierges, petits, imberbes, gays, etc. Et voilà, les hommes souffrent indirectement du patriarcat et du sexisme, donc il ne faut pas hésiter à en parler. Et enfin, au quotidien, c'est faciliter la vie des femmes. Sur la tâche ménagère, sur le harcèlement de rue, par exemple, sur le fait que de faire en sorte qu'il y a des endroits qui sont adaptés pour draguer et il y a des endroits qui ne sont pas forcément adaptés pour draguer. Où ça passe aussi par l'intime. C'est par exemple quand on a un homme cisgenre hétérosexuel, on a souvent de fortes chances, on va dire, de considérer qu'un rapport sexuel est terminé lorsque l'on a éjaculé. Et ben non, il faut s'occuper du plaisir de sa partenaire, etc., s'informer sur l'anatomie des femmes et ne pas hésiter aussi à demander à sa partenaire de le guider, etc. Voilà, de ne pas être égoïste et d'être à l'écoute. Donc ça, c'est sur la partie, ce qu'on peut faire sur un plan individuel. Et ensuite, sur un plan plus collectif, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une pause ou si j'enchaîne directement sur notre rôle en tant que mouvement politique. Non, tout le monde est OK? Tu peux peut-être expliquer cisgenre, non? Parce que tu l'as utilisé, je ne sais pas si tout le monde est… Alors, est-ce que quelqu'un veut expliquer cisgenre? Non, personne? Il y a Eileen qui l'a fait sur le chat. Peut-être lire ce qu'elle dit. En fait, c'était pour gagner du temps. Vas-y. Pardon. La définition que j'ai mise sur le chat un peu rapidement, c'est j'ai mis quand l'orientation sexuelle de quelqu'un correspond à celle qu'on attend de lui.
Donc, en gros, c'est quand un homme aime une femme et une femme est attirée par les femmes et inversement, quoi. Et Ouais. se sent aussi dans son Correspond à son... Ouais, c'est Ouais. ça. C'est un peu construit en opposition par rapport à transgenre, en fait. Ok, est-ce que tout le monde suit? On enchaîne sur la suite? N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des remarques ou autres, mais je vois que l'heure tourne. Alors, sur la partie notre rôle en tant que mouvement politique, la responsabilité d'un militant politique, c'est de faire en sorte... alors déjà, la première chose que je voulais dire, c'est que moi, je milite depuis plusieurs années et vraiment, c'est possible de faire changer la représentation de choses dans la société. Et moi, je l'ai vu vraiment, il y a des sujets qui étaient absolument pas dans les médias, etc. Et du jour au lendemain, au bout d'un militantisme acharné de militantes féminisme, au bout de 3 mois, 6 mois, où elles n'arrêtent pas de parler, de matraquer sur un sujet, notamment sur la question du clitoris, mais j'ai plein d'autres exemples en tête, et ben, au bout d'un moment, ça finit par percer dans l'opinion publique. Donc, c'est vraiment possible de pouvoir rendre visible un problème qui ne l'était pas avant. La première chose en tant que responsabilité d'un militant, c'est de rendre visibles les inégalités. On l'a dit tout à l'heure, mais l'invisibilité du sexisme, c'est vraiment notre ennemi total. C'est-à-dire que ça fait en sorte que la vigilance, elle baisse et donc le naturel revient au galop et donc l'égalité entre les femmes et les hommes recule. Donc ça, c'est vraiment indispensable de pouvoir rendre visibles les inégalités. La deuxième chose, c'est le fait d'actualiser les luttes. Et de mettre des mots sur les choses. On parle de féminicide depuis très peu de temps. Enfin, je veux dire, communément, on va dire. C'est rentré dans le dictionnaire, je crois même. Mais c'est vraiment indispensable de pouvoir nommer les choses, mais également pouvoir actualiser les luttes. On disait tout à l'heure parler des réseaux sociaux, mais la modernisation des moyens de communication, le développement des nouvelles technologies, etc., ne font pas reculer en fait de fait le sexisme. Au contraire, le sexisme il s'adapte toujours à tous les moyens, à tous les nouveaux moyens de communication, etc. On l'a vu sur le cyberharcèlement, sur le revenge porn, etc. Donc c'est vraiment essentiel de pouvoir continuer à nommer les choses et à actualiser les luttes. Et donc dénoncer des nouveaux phénomènes lorsqu'ils se créent. Ensuite, nos responsabilités, c'est de porter évidemment un projet politique féministe et enfin de pouvoir être aux côtés du mouvement féministe et participer aux mobilisations. En termes un petit peu de bonnes pratiques, vous le savez, en politique, ce qu'on observe souvent, c'est que la prise de parole des femmes est moins fréquente, elle est plus courte, sur des sujets qui sont souvent très précis, alors que les hommes se laissent le droit de pouvoir intervenir sur la géopolitique mondiale. La représentation des femmes est moins importante, il y a une hésitation souvent à prendre des responsabilités, parfois un refus, parfois il y a quelque chose qui est vu comme un manque d'ambition qui est mal vu. Au contraire, parfois il y a un surinvestissement et donc c'est critiqué comme où les femmes sont dénoncées comme voulant avoir trop d'ambition, il y a des responsabilités qui sont genrées, etc. Il y a une forme d'autocensure. Je ne parle pas de toutes les violences, mais il y a la question du sexisme ordinaire, les blagues, le fait d'interrompre une femme, le fait que quand une femme parle, eh ben, elle est moins écoutée, enfin, il y a une moindre qualité d'écoute, le commentaire sur le physique ou les tenues, ah tiens, il est joli ton rouge à lèvres aujourd'hui, ça c'est voilà, c'est des choses qu'en tout cas moi j'ai entendu largement. Il y a plusieurs champs d'action. Le premier, c'est la question de l'empowerment des femmes, l'encapacitation, comme on dit en français. Donc, c'est par exemple le fait de former les femmes sur la prise de responsabilité, faire en sorte qu'elles prennent confiance. Donc, c'est des formations, par exemple, pratiques sur la prise de parole en public, etc. Mais c'est aussi sur le fait de pouvoir faire en sorte qu'elles prennent confiance aussi parce qu'elles ont d'autres femmes autour d'elles qui les portent. Et il y a des mouvements, par exemple, politiques à l'étranger dans le monde. Alors, je ne vais pas faire tout le benchmarking, mais si vous voulez, on pourra revenir sur certains exemples plus précis. Mais il y a des réseaux de femmes, notamment, dans les mouvements politiques. Il y a un système de marrainage. Il y a des assemblées de femmes, il y a des cafés réguliers entre les femmes, etc., pour pouvoir faire en sorte d'avoir une attention et un suivi plus particulier. La deuxième chose, c'est la prise de conscience collective de nos comportements genrés
et des responsabilités genrées dans les associations. Donc, ça veut dire faire en sorte que dans des cadres qui soient mixtes ou non mixtes, pouvoir permettre aux femmes de partager un vécu, de se former pour prendre conscience des reproductions des schémas sexistes qu'on véhicule malgré nous. C'est ce qu'on fait par exemple aujourd'hui sur une formation sur le féminisme. Mais par exemple, moi, j'avais eu des formations sur ce qu'on appelait le no means no, donc le fait que quand une femme dit non, c'est non. Bon, maintenant qui est devenu le when it's not yes, it's no, c'est-à-dire quand ce n'est pas oui, c'est non. Et donc c'est pas parce que la femme dit non que c'est non, c'est quand elle dit pas oui, c'est que c'est non. Mais voilà, c'est des choses qui vraiment aident à pouvoir prendre conscience des comportements sexistes et genrés. La troisième chose, c'est le fait de mettre en place des mécanismes coercitifs. On a parlé de la question de la parité, mais c'est vraiment essentiel de pouvoir faire en sorte qu'il y ait dans le renouvellement des instances, etc., d'inscrire la parité dans les statuts, de pouvoir faire en sorte, notamment dans les réunions, et on ne l'a pas fait ce soir, j'en suis désolée, mais de vraiment prendre des listes de paroles alternées paritaires. Parce que ça rentre dans le cerveau de tout le monde, le fait qu'on voit... sinon, on ne se rend pas forcément compte que les hommes monopolisent la parole, etc. Mais il y a par exemple des organisations qui, en fait, partent du principe que dans les 4 premières interventions, si jamais il y a des femmes qui ne sont pas intervenues, en fait, ils décident de faire un vote, et c'est que les femmes qui votent, les femmes qui participent à la réunion, qui votent pour savoir si on continue ou pas la réunion. C'est-à-dire, est-ce que le cadre leur permet à elles de s'exprimer ou finalement non. Et donc, elles ont un pouvoir un peu de veto. Voilà, il y a plein de choses ou sinon, il y a aussi des organisations qui arrêtent l'échange, la réunion, et qui, proposent aux femmes de pouvoir réagir et de pouvoir s'exprimer sur pourquoi il y a pas forcément, elles n'ont pas forcément, pourquoi on en arrive dans cette situation où les femmes ne prennent pas la parole. Il y a aussi la parité, notamment dans les délégations sur des événements nationaux, on voit dans les interlocuteurs, etc., il faut bien faire attention que ce soit les responsabilités officieuses ou les responsabilités officielles, mais d'être vigilant là-dessus. Il y a aussi le fait d'avoir des règles de vie. Donc, par exemple, parfois, des hommes en situation de responsabilité sont dans des rapports de séduction avec des femmes, souvent des femmes plus jeunes ou des nouveaux adhérents, des nouvelles adhérentes, etc. Donc ça, il faut pouvoir mettre en place des règles de vie qui permettent d'éviter ce genre de comportement. Mais aussi d'essayer de proposer des formats de réunion qui sont différents parce qu'on sait bien que le format assemblée, il est aussi assez un repoussoir pour les femmes, mais aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément formées en général à la prise de parole en public, etc. Et ensuite, 2 derniers éléments. Le premier, c'est être un mouvement qui accueille vraiment tout le monde et particulièrement ceux et celles qui ne détiennent pas les codes et mettre en place des outils pour cela. Ça veut dire déconstruire les idées reçues et l'éducation genrée mais c'est par exemple les femmes, mais aussi les enfants défavorisés, les personnes qui n'ont pas fait d'études, les handicapés, etc. C'est-à-dire d'essayer de porter ça le plus largement possible via des campagnes, via des affiches, etc., des appels vraiment un peu ciblés aussi envers ces personnes pour pouvoir faire en sorte qu'elles se sentent concernées. Et enfin, un dernier élément d'action, c'est sur les réactions à adopter face au sexisme ordinaire, quand on est témoin ou victime. Mais par exemple, ce qui marche, et ce que moi j'ai déjà expérimenté, c'est par exemple de faire des jeux de rôle, des mimes, du théâtre forum, etc. Et de pouvoir essayer de s'armer aussi pour qu'on puisse apprendre à réagir à ce genre de situation. Et c'est aussi, par exemple, sur des événements nationaux ou au sein de mouvements, c'est mettre en place ce qu'on appelle des trust personnes, c'est-à-dire, indépendamment des responsabilités, avoir 1 ou 2 personnes dans un mouvement qui sont ce qu'on appelle des trust personnes. Et donc, si une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son niveau de responsabilité, etc., c'est une personne qui est formée, et qui est le numéro un peu vert ou le numéro d'urgence que quelqu'un peut appeler si jamais il ou elle a un problème
notamment un problème de sexisme au sein d'un mouvement. Voilà, j'ai essayé de balayer rapidement. N'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aussi vous-même des expériences que vous avez vécues ou dont vous avez entendu parler, n'hésitez pas à participer. Allez-y. Nora, il faut que tu actives ton micro, Nora. Oui, on t'entend, ouais. Je voulais réagir à une phrase que j'ai vue dans la conversation sur j'ai du mal quand les femmes ne souhaitent pas porter plainte. Quand on parlait des femmes qu'il fallait leur dire je te crois, tu n'y es pour rien, etc. Une notion qui me tient à cœur, c'est la notion de victime. C'est devenu une insulte maintenant chez les enfants dans les cours de récréation. Tu te fais victime, tu te prends pour une victime, il se la joue victime, etc. Victime, c'est quelqu'un qui n'est pas actif, qui n'est pas acteur de la situation, c'est coupable qui est l'acteur. Donc le coupable met une claque, la victime, elle était là, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais seulement la victime se sent toujours coupable, se demande toujours pourquoi moi, pourquoi ça m'est arrivé. Et ensuite, on va la montrer comme coupable. On va chercher pourquoi, comment elle est habillée, quelle attitude elle a eue, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle était dans cette rue, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a dit oui, pourquoi elle a dit non, pourquoi, etc. Et donc, une femme, une personne en général, a du mal à porter plainte, une femme d'autant plus, puisqu'elle se retrouve en général dans un commissariat face à des hommes qui vont la questionner. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas porter plainte. Voilà. J'ajouterais aussi le fait qu'en fait, on ne peut pas en vouloir à une femme. On sait que la justice est souvent sexiste, que on parle de 2% des violeurs qui sont condamnés. On va pas refaire le topo, mais souvent quand une femme va porter plainte et qu'elle porte plainte pour un crime, c'est-à-dire un viol, une agression sexuelle avec pénétration, souvent on lui propose de ce qu'on appelle correctionnaliser la peine, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Donc c'est comme si quelqu'un, par exemple, on a tué son fils, on lui dit bah non, en fait il n'est pas mort, on lui a juste tiré dans la jambe pour faire en sorte qu'il ne passe pas devant un juré, la victime ne passe pas devant un juré d'assises, mais qu'elle passe devant un tribunal correctionnel. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui font qu'on peut pas forcément, on peut pas en vouloir à une femme souvent on sait que c'est extrêmement dur, une enquête, c'est aussi énormément de questions sur sa vie personnelle, etc., sur tout un tas de choses. Et donc, c'est ça son choix et il faut le respecter en tant qu'homme allié. La plupart des agressions sont faites aussi par des proches de la victime. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de dénoncer un proche et d'assumer ça parce qu'il y a un lien affectif aussi. Vas-y, Benjamin, il faut que tu actionnes ton micro. Ouais. Mon propos n'était pas de dire que je trouve ça, bien évidemment, j'imagine que c'est extrêmement difficile en fonction des contextes. Ce que tu disais aussi également, Nora, sur il y a pas mal de sujets sur comment la parole est prise souvent par des hommes policiers, etc. Maintenant, le fait est que ne pas porter plainte, c'est en quelque sorte une forme d'acceptation. Enfin, en tout cas, voilà, la justice ne pourra pas se prononcer sur la situation. Et on sait également que d'un point de vue statistique, c'est aussi par ces biais-là qu'on a les éléments les plus fins sur le nombre de victimes. Donc, mon propos n'était pas un propos individuel ou psychologique, etc., mais était plutôt quelque chose de se dire, quand c'est possible, quand il faut de l'accompagnement et il faut former la police, la justice pour traiter autrement ce sujet, mais c'est quand même hyper fondamental pour moi que c'est comme les actes racistes, d'aller porter plainte parce que c'est par ces biais-là qu'on fera aussi changer les politiques sur le sujet. Il faut valoriser la parole de la victime. Il faut valoriser le fait. Enfin, la victime doit être valorisée en tant que telle, en tant que parlante, en tant que. Bien sûr. Alors, Élise, et ensuite je proposerai aux personnes qui n'ont pas encore parlé de prendre la parole.
Ouais, mais c'est sur le même, c'est juste pour continuer. En fait, je pense qu'au-delà même au-delà des problèmes de formation dans la police et du sexisme qu'il peut y avoir dans la justice, en fait, il faut simplement accepter aussi que c'est une gestion de la souffrance qui peut être personnelle et que des femmes qui sont. Enfin, c'est pas un hasard si il y a des femmes qui ne parlent pas. C'est pas seulement qu'elles vont pas porter plainte, c'est qu'elles ne disent rien pendant des décennies. Mais si tu veux, c'est même pas une question de vouloir que la personne soit punie ou de vouloir faire des statistiques sur ces Post-traumatique. faits-là. En fait, c'est vraiment une gestion d'un traumatisme et d'une souffrance qui sont tellement personnelles et qui sont tellement distinctes d'une personne à l'autre que c'est pas possible d'en vouloir à quelqu'un ou de ne pas l'accepter ou même de penser que ça peut être pas une forme d'acceptation, parce que je pense pas que c'est ce que tu veux dire, mais disons une forme de minimisation de ce qui est arrivé. Au contraire, enfin voilà, c'est une gestion du traumatisme où il n'y a pas de règle en fait. C'est pas ok, je vais porter plainte, bon, j'obtiendrai justice ou pas, mais en tout cas, je serai entendue, je vais raconter mon histoire. Enfin, tout le monde n'a pas du tout les mêmes mécanismes. En fait, il n'y a pas un bon mécanisme pour surmonter ces événements-là. Et c'est une avocate qui le dit. Alors, qui d'autre veut prendre la parole? Je ne prends que les personnes qui n'ont pas parlé. Voilà, il est 19h35, c'est à vous. Et notamment les femmes. Il vous attend. Les femmes qui n'ont pas parlé. Bon, les hommes aussi, vous avez le droit. Mais... Ouais, c'est Marie-Laure. Vas-y, Marie-Laure. Moi, je voulais intervenir sur la notion d'éducation parce que on disait tout à l'heure qu'en fait, on était tous éduqués pour être sexistes. Et du coup, je pense qu'il y a un point sur les idées de formation qui serait intéressante sur la formation des couples à instaurer la parité chez eux pour ensuite servir d'exemple à leurs enfants. Parce que on sait que si dans le foyer, on reproduit le schéma dans lequel on a grandi et qu'on ne répartit pas la charge du foyer de manière équitable entre l'homme et la femme, les enfants vont le reproduire derrière. Et c'est ce qui fait qu'on a tant de mal à faire évoluer notre société. Et du coup, moi je pense que la parité dans le monde du travail, on ne pourra pas l'acquérir si on n'a pas la parité au sein du foyer. Parce qu'une femme qui travaille, si elle est la seule responsable du foyer, elle ne se bat pas à armes égales avec un homme qui se consacre à 100% à sa carrière. Ok, on prend encore 2 interventions. Alors, allez-y, n'hésitez pas vraiment. Julie, Justine, Nicole, Pékin, désolé, Pékin droit. Cédric, Antoine, n'hésitez pas. Si personne n'y va, je peux redire, je peux y aller. Pour compléter ce que vient de dire Marie-Laure, on revient aussi sur le congé parental, puisque la parité dans le foyer, elle va pouvoir s'instaurer si dès le départ, le père peut créer le lien avec son enfant et prendre toute sa place au sein du foyer, et la mère avoir son espace par ailleurs. Donc, et l'égalité au travail passe aussi par ça. L'égalité à l'embauche, voilà, on va dire le changement global des mentalités sur les places respectives dans le foyer. Je pense que le congé parental est un point essentiel et qui paraît aujourd'hui assez évident, à mon avis. Élise, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ouais, vas-y José. Et le petit chat? Oui, alors moi j'avais une question. J'y avais pas pensé et cette réunion m'y a fait penser différemment. Par exemple, pour moi, l'égalité homme-femme, ça pouvait être tout à l'heure ce que disait Eline, pour le sport, la dimension d'un terrain de foot, par exemple. Donc, moi, je ne m'étais pas posé la question comme ça, mais
je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que l'égalité, c'est pas que quand je regarde le match de foot, il y a eu la Coupe du Monde de foot féminine, que j'adorais d'ailleurs, c'était des très beaux matchs. Et ça serait de me dire, est-ce que le bon sens, ça serait plutôt de dire, est-ce que le match c'est 40 minutes, 2 fois 40 minutes, plutôt que 45 minutes. Donc, ça, c'est une réflexion que je me suis fait en écoutant Hélène. Pour moi, la parité, l'égalité, c'était de dire, oui, bah, c'est 45 minutes pour tout le monde. Comme ça, c'est la même chose. Et là, je me pose la question, donc vous allez peut-être me répondre, ce serait de dire, bah, pourquoi pas faire 40 minutes, mi-temps et 40 minutes. Est-ce que c'est ça, plus aujourd'hui, le vrai féminisme, la vraie égalité? Je ne sais pas si on est toutes d'accord là-dessus. En fait, ça dépend des capacités physiques des femmes. Je sais que par exemple sur le tennis, elles ont moins de force, mais elles sont tout aussi endurantes. Donc, il n'y aurait pas de sens à raccourcir le temps d'un match de tennis. Mais par contre, peut-être avoir des raquettes adaptées. Et sur la Coupe du Monde du foot, moi, je trouve ça super qu'il y ait des femmes qui jouent au foot, mais j'aimerais qu'on ait des Coupes du Monde de ballet où il y a des hommes qui fassent du ballet, quoi. Enfin, il faudrait que ce ne soit pas juste les femmes qui rentrent dans le monde des hommes, il faudrait que ce soit à double sens. Mais là, je te réponds vraiment personnellement, je ne sais pas du tout l'avis des autres personnes qui animent ce débat. D'autres réactions? Non? Personne? Pas de regret? Bon, bah, on va donc se quitter ici. Merci à toutes et à tous pour ce cadre d'échange et de sécurité pour les femmes. Merci vraiment à toutes et tous d'avoir suivi cette formation et d'avoir participé à cet échange. N'oubliez pas que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est des féministes et que le féminisme, on le devient. C'est vraiment un processus, donc c'est quelque chose qui doit s'alimenter et se nourrir chaque jour. J'espère vraiment que ça vous a plu. On est très preneuse d'avoir votre retour par écrit un peu rapide, mais juste de nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Voilà, comme on vous le disait, on essaie de proposer 3 fois par semaine des débats du confinement avec des personnes vraiment de tous horizons sur des sujets vraiment assez variés. Si vous-même, vous vous sentez de pouvoir porter un sujet ou si vous ne vous sentez pas mais que vous en avez envie, n'hésitez pas aussi à nous le dire parce qu'on est aussi preneuse. Il y a encore des petites places dans l'agenda. Ça peut être sur certaines thématiques, sur des auteurs, mais aussi, comme on disait tout à l'heure, on a fait un café lecture, on va proposer un quiz politique. Donc voilà, on essaie vraiment de proposer des formats un petit peu différents et puis aussi pas toujours juste de conférences et d'échanges, mais des choses aussi un peu plus ludiques. Donc vraiment, on est ouvert. N'hésitez pas aussi à laisser votre mail si vous voulez être informé de toute la programmation. Et puis, on vous dit à très vite. Et puis, voilà. Au revoir tout le monde. Et puis, on se retrouve, du coup, c'est quand le prochain, Thomas? Rappelle-moi. Je ne sais même plus quel jour de la semaine on est. C'est dimanche et c'est sur… C'est dimanche et c'est sur… la protection de l'enfance, non? Exactement, avec Eva. C'est ça. Un gros sujet, Convention des droits de l'enfant, etc. Donc n'hésitez pas aussi à être parmi nous. Et puis, voilà. Et Pékin Droit, j'ai vu que tu avais laissé un petit message pour proposer un événement. Donc, si tu peux juste me donner ton mail ou ton numéro de téléphone, comme ça on te rappelle pour organiser ça avec plaisir. Je viens de l'envoyer à l'instant, donc n'hésitez pas. Avec plaisir. Eh ben, je le ferai. Merci à toi. Merci à vous pour cette soirée, c'était cool. Merci. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.